Mesdames, Messieurs, chers spectateurs, chères spectatrices, je m'appelle Jules Schimpfling et je suis ravi d'être aujourd'hui le chef de bord de cette première journée du salon Innopolis Expo, dont c'est la première édition, consacrée à la ville durable et la ville de demain. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de recevoir et d'écouter plusieurs tables rondes et présentations tout au long de la journée. Le public, on essaiera de ménager quelques minutes de questions pour le public à la fin des tables rondes, si le temps le permet. Si vous avez des questions à cette occasion, gardez-les. Ce ne sera malheureusement peut-être pas possible pour toutes les tables rondes. Nous commençons tout de suite avec une première table ronde consacrée au thème France Ville Durable, le visage de la ville du XXIe siècle, qui sera animée par M. Bruno Bessis, conseiller ville durable au ministère de la Cohésion des Territoires et au ministère de la Transition écologique, en présence de deux intervenants, ou plutôt devrais-je dire d'une intervenante et d'un intervenant, Madame Corinne Blancard, qui travaille à l'université Gustave Eiffel, la toute nouvelle université Gustave Eiffel, en tant que vice-présidente des projets transformants et de la mission sociétale, et Monsieur Philippe Madec, architecte urbaniste, qui a notamment écrit un manifeste pour une frugalité heureuse et créative qu'il vante, la frugalité qu'il vante. Je vous demande de les accueillir chaleureusement. C'est la première table ronde, ils ont l'honneur d'inaugurer ce salon. Faites-leur l'honneur de les saluer. Monsieur Bruno Bessis. Cette table ronde durera 30 minutes. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce lancement du Salon Innopolis et pour cette première table ronde, comme vous l'avez bien introduite. Donc, première table ronde, vous l'avez vu, le visage de la ville du XXIe siècle. Alors, entendons-nous bien, quand on parle de la ville du XXIe siècle, on ne parle pas de ville nouvelle, on ne parle pas de villes qui vont être créées de toutes pièces et qui vont émerger comme ça, sortir de terre au milieu de nulle part. Alors, l'idée n'est pas drôle, hein. L'idée ne prête pas à sourire, elle est au contraire très sérieuse, puisque beaucoup de pays partout dans le monde ont choisi cette option de parler de ville durable en faisant sortir des villes au milieu de nulle part, au milieu des déserts, etc. Ça n'est pas notre option, ça n'est pas notre vision, ça n'est pas celle que l'on va défendre aujourd'hui. Donc on aurait pu changer le titre en fait. On parle le visage de la ville du XXIe siècle, on aurait très bien pu appeler cette table ronde, finalement, on aurait pu la questionner, dire autrement, et dire comment faire en sorte que les villes et les territoires d'aujourd'hui, du XXIe, du XXe, du XIXe, du XVIIIe siècle et d'avant, comment faire en sorte que ces villes et ces territoires deviennent des villes durables, que ces villes et ces territoires prennent le visage, ou plutôt les visages, puisqu'il va y avoir plusieurs visages, prennent les visages de villes et de territoires durables. Voilà la question en réalité. Donc nous aurons deux intervenants qui ont été présentés rapidement. Donc moi-même j'animerai, Bruno Bessis. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, la table ronde est courte et nous avons beaucoup de choses à nous dire. Et puis on n'a pas le temps parce que l'urgence d'intervenir est de plus en plus forte. L'urgence d'agir sur la ville et les territoires est de plus en plus forte. Vous avez peut-être pas tous lu, mais vous avez tous en tête les derniers résultats, les derniers constats du rapport du GIEC. Les constats ne sont pas bons, les tendances sont inquiétantes, les chiffres sont alarmants. Bref, l'inflexion qu'on espérait ne s'est pas produite. Alors moi, je me pose une question quand même. Comment se fait-il qu'après toutes ces années d'investissement public, comment ça se fait qu'après tous ces programmes, toutes ces actions mises en œuvre par l'État, que je représente, par les collectivités, par les acteurs publics, par les acteurs privés, par l'ingénierie qui progresse en permanence, par les acteurs de terrain, comment se fait-il que malgré ces années de travail et d'investissement, on en soit là ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change et que pour finalement, avec tous ces efforts, tous ces moyens qu'on met en œuvre, on arrive enfin à tendre vers cette transition écologique? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui autour de deux exemples d'écoquartiers. Et je vais tout de suite passer la parole, mais en lançant deux interpellations ou deux questionnements. La première, c'est sur cette définition. Alors, ce n'est pas une définition gravée dans le marbre, mais on va dire ce premier cadrage ou première définition donnée par le ministère de la Transition écologique en lien avec l'association France Ville Durable pour essayer de cadrer, voilà, de définir ce qu'est la ville durable en s'appuyant sur 4 défis et en disant que la ville durable,
pour être durable, doit relever 4 défis. Le premier défi, c'est celui de la résilience. Une ville et des territoires durables doivent être résilients. Premier défi. Doivent être inclusifs. Deuxième défi, doivent être sobres. Troisième défi, doivent être productifs et créatifs. Voilà ces 4 défis. Une ville durable, ça n'est pas l'un ou l'autre, ça n'est pas 2 des 4 défis, mais être une ville et territoire durable, c'est bien répondre à ces 4 défis. Première interpellation. Et la deuxième, c'est sur l'action. Juste en introduction, je disais, comment se fait-il qu'après toutes ces actions menées par les acteurs publics, par les acteurs privés, par les citoyens qui ont pris des initiatives, comment ça se fait qu'on en soit encore là? Alors moi, je me pose des questions. Et une question, peut-être que c'est parce qu'on a travaillé chacun de notre côté et qu'on n'a pas travaillé tous ensemble. Et peut-être qu'une des solutions pour y parvenir serait que le dialogue entre acteurs publics et citoyens soit un peu plus fluide et qu'il y ait une action commune. Je pose ces 2 points. Je vous passe tout de suite la parole. Corinne, je te donne la parole. Merci beaucoup Bruno. Bon, vaste question, hein. Tu m'interpelles sur une question évidemment très large et qui nous intéresse en premier lieu à l'université Gustave Eiffel, qui est une université qui a été créée autour de cette thématique de la ville de demain, de la ville du futur, ou ce qu'on est en train de là considérer, des villes et des territoires de demain. Donc on retrouve, nous, dans notre projet scientifique, les défis que tu évoquais de France Ville Durable, puisqu'on a 3 grands axes de réflexion pour nos travaux. C'est la ville économe en ressources, où on retrouve cette idée de sobriété que tu évoquais, la ville sûre et résiliente, là aussi tu as évoqué la résilience, la ville intelligente et connectée, mais au service de cette sobriété et de cette résilience, et on a rajouté de nouveaux défis, là aussi en écho à ceux que tu mentionnais, de ville sobre et frugale, et je pense que M. Madec aura l'occasion d'y revenir, et la ville juste et équitable, où on va retrouver ces notions d'inclusivité. Alors, le pourquoi, c'est une vraie question, la question que tu poses, et nous, on est parti du constat, et en tout cas de l'envie d'avoir une production de connaissances renouvelée, en se disant on a besoin d'approcher ces défis qu'on partage de façon très multidisciplinaire et de façon très décloisonnée, en dépassant nos silos. Et c'est ça qu'on essaye de faire dans l'aventure de l'université Gustave Eiffel, c'est de rassembler au final des cultures différentes, puisqu'on rassemble des écoles d'ingénieurs, une école d'architecture, des universitaires de multiples disciplines, un organisme de recherche spécialisé sur les questions d'infrastructure et de mobilité. Donc on essaye d'avancer dans cette voie de la pluridisciplinarité et de faire travailler ensemble les gens pour sortir des silos. Donc, ça, c'est notre enjeu majeur. Alors, on ne fait pas ça tout seul, on fait ça avec un ensemble de partenaires et selon des modalités de production de connaissances, là aussi renouvelées. Et c'est ce sur quoi je voudrais m'étendre un petit peu autour du cas de la recherche-action qu'on mène sur l'écoquartier La Vallée à Châtenay-Malabry. Donc ça, c'est vraiment un projet qui est assez illustratif de ce qu'on peut mener de façon partenariale, collégiale, avec des acteurs, que ce soit là, on est en partenariat, donc c'est une action qui a été menée en partenariat avec Eiffage Aménagement, mais aussi avec les acteurs du territoire, les collectivités et les citoyens qui ont été impliqués dans un certain nombre d'ateliers qu'on a mené dans le cadre de cette recherche-action. Donc cette recherche-action, elle se situe dans le cadre du projet qui a été porté initialement par Eiffage Aménagement pour la labellisation de l'écoquartier La Vallée autour d'un certain nombre d'axes, la construction bas carbone, l'économie circulaire, la nature en ville et puis ce qui a été appelé les nouveaux usages. Et autour de ça, on a mis ensemble des chercheurs et des professionnels, des acteurs publics, des citoyens autour d'ateliers. Donc on a eu un certain nombre d'ateliers autour de la question du bien-être, avec des travaux communs pour essayer de définir
comment justement on qualifie, voire on quantifie, comment on évalue le bien-être et quels en sont ses déterminants. Et puis la place de la nature en ville, qui était un des axes forts de cet écoquartier, dans cette évaluation du bien-être. On a eu un atelier sur la gestion de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors, on a tous en tête des choses assez basiques pour la récupération des eaux de pluie à l'échelle de l'habitat individuel. J'ai oublié de préciser que l'écoquartier de Châtenay-Malabry, c'est 20 hectares, c'est 2200 logements, c'est un certain nombre de mètres carrés d'espace public. Donc, sur la gestion de l'eau, l'enjeu pour nous, c'était d'imaginer ça à l'échelle d'habitat collectif. Et là aussi, en testant des choses un peu innovantes, de récupération des urines pour en extraire l'azote et pour en faire de l'engrais à destination des lieux de culture et notamment pour la ferme urbaine de cet écoquartier. L'autre expérimentation un peu majeure, ça a été autour de l'économie circulaire. Je vous disais, c'était un axe fort. Et l'enjeu, c'était, puisque le projet des FH, ça reposait sur la déconstruction de l'école centrale qui était sur cet écoquartier, de récupération de 98% de ces bétons de déconstruction pour les recycler en granulats et refabriquer du béton à partir de 100% de ces granulats. Donc il y avait tout l'enjeu, c'était de recycler 100% de ces bétons de déconstruction, et non seulement de les recycler, mais de stocker le CO2, puisque la production de béton, ça fabrique beaucoup de CO2, de stocker le CO2 dans les granulats, et du coup de vraiment mobiliser ce puits de stockage de CO2 que peut être le béton de déconstruction pour en refaire un matériau de construction, et ça améliore aussi ses propriétés constructives. Donc ça a été des choses qu'on a testées et qu'on a pu tester dans le cadre de ce territoire démonstrateur qui était l'écoquartier et qui est toujours, puisque le projet se continue, et je vous invite à aller visiter le site qui s'appelle E3S. Vous aurez toutes les informations sur les différents ateliers. Ça se continue dans le cadre de cette opération conjointe entre l'université et FH Aménagement. Donc il y a eu aussi d'autres ateliers sur la voirie. Cet écoquartier, c'est un certain nombre d'infrastructures de circulation. Comment on peut faire en sorte, et comment on teste, et c'est là où la recherche a aussi un rôle à jouer, des matériaux nouveaux pour que la route devienne une route dépolluante, pour récupérer la pollution à la source des pots d'échappement avec des matériaux de construction de ces infrastructures, ces matériaux de voirie, qui permettent de dépolluer à la source. Et là, c'est pour nous une étape dans la réflexion qu'on peut mener sur ces enjeux de routes de 5e génération. Donc voilà, c'est quelques exemples pour vous montrer que il y a des choses qu'on arrive à tester, et pour nous, l'enjeu, c'était ça, de tester ça en terrain réel et de façon coordonnée par rapport à des besoins. On a travaillé aussi sur l'appropriation du projet avec les habitants, avec les collectivités. Là aussi, c'était extrêmement important. Donc ça nous a permis de développer tout un tas d'approches dans le cadre de ces ateliers qu'on a croisés aussi. J'évoquais des approches pluridisciplinaires. Et pour nous, c'est extrêmement important. Et je m'arrêterai là, Bruno, pour dire que ça, c'est une chose, et que l'autre enjeu qui me paraît aussi essentiel à avancer en parallèle, c'est celui de la formation. Parce que la production de connaissances a besoin d'être appropriée. Il y a un certain nombre de pratiques à faire évoluer, à la fois en formation initiale, et là, on est dans nos missions de base en tant qu'université, mais aussi en formation continue et en sensibilisation d'un certain nombre d'habitats. Merci beaucoup. Merci Corinne. Une toute petite question avant de donner la parole à Philippe. Tu as parlé de rassemblement des cultures, casser les silos. Est-ce que ça a été difficile, et est-ce qu'une fois que vous y êtes parvenu, est-ce que tu as senti un effet dynamiseur, booster? Est-ce que ça a permis ensuite de franchir des étapes plus rapidement? Alors, ce sont des nouvelles pratiques aussi à prendre, y compris dans le monde universitaire, où on fonctionne beaucoup de façon disciplinaire. Mais c'était structurel à la construction de l'université Gustave Eiffel. Donc si l'université Gustave Eiffel a été aussi créée pour faire dialoguer ces cultures. Donc
on avait tous envie de jouer le jeu et d'expérimenter ça. Et une fois qu'on a été initié, alors on a mis en place aussi les dispositifs pour impulser ce dialogue, y compris entre les chercheurs. Je te l'évoquais, c'est pas quelque chose de spontané. Donc on a mis en place les dispositifs. Je pense que ça a été extrêmement stimulant et les retours qu'on en a, c'est que ça a produit des choses que les chercheurs dans leur champ disciplinaire n'auraient jamais envisagé. Et on a énormément de retours en ce sens. D'accord, très intéressant. Merci Corinne. On change d'échelle, on quitte Paris, on quitte la métropole de Paris. Comment ces défis, comment le territoire durable, le terme de commune que vous aimez beaucoup, comment ça peut se mettre en œuvre dans ces territoires plus périphériques qui n'ont pas les moyens de Paris et du Grand Paris? Comment vous avez fait dans les expériences que vous avez portées? Philippe, à vous. Je vous remercie pour cette question. Bonjour. On a choisi d'évoquer, à partir d'un projet, d'une réalisation, la réponse que je peux apporter à votre question. Oui, on quitte la métropole, mais on reste dans une histoire urbaine difficile de la France. Ce sont les villes nouvelles françaises. Val-de-Reuil est la dernière ville nouvelle française qui s'est finie dans un chaos, qui a été ralenti, voire arrêté dans un chaos qui était la fin des 30 Glorieuses et qui a redémarré grâce à des municipalités portées par Marc-Antoine Jamet qui ont compris que pour faire revivre une ville, il faut aussi de l'économie. Et en ramenant de l'économie sur son territoire, ils ont redonné envie finalement que cette ville soit habitée. Je ne vais pas vous détailler l'ensemble du projet, je vais m'arrêter à quelques points particuliers pour qu'on ait le temps de se parler, parce que je pense que l'idéal est de se parler. On est ici au bord de l'Eure, dans un projet qui continue le projet urbain historique de Val-de-Reuil. On est au bord de l'Eure, voilà, ça c'est la frugalité, on en a déjà parlé, je reviendrai sur ça plus tard. On est au bord de l'Eure pour un projet de logement collectif, individuel, en accession, en location, en réinsertion, avec une crèche municipale, avec des chaufferies bois, maison des jardiniers, jardins familiaux, horticulture bio. Et je vous parlerai après du parc urbain et de l'Asinobus et du poulailler associatif. C'est-à-dire que c'est un projet véritablement urbain parce que sa programmation est déjà urbaine. Sa programmation n'est pas monofonctionnelle. On est au bord de l'Eure et l'Eure, comme la Seine, puisque c'est un affluent de la Seine, l'Eure déborde. Et quand elle déborde, il faut la laisser déborder. Et les anciens, alors non, excusez-moi, les anciens avaient compris. Hop, non, je vais dans le mauvais sens. Je pensais qu'il y avait un petit pointeur, mais c'est vrai qu'avec ces écrans pointés ne sert à rien. Hop. J'ai l'impression de revenir en avant plutôt qu'en arrière. Oui, hop, excusez-moi. Non, maintenant ça continue à aller en avant. Merci. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire marche arrière, s'il vous plaît? La touche rouge ne veut pas faire marche arrière. Il y a quelqu'un au fond? Oui, voilà, merci beaucoup. Voilà, parfait. Parfait, ouais. Non. Voilà, merci, je reprends la main. Parfait. Elle est vraiment très sensible, votre petite machine. Bon, grosso modo, on va arrêter sur ça. En fait, l'heure déborde. Et si vous voulez, il vaut mieux travailler avec la nature que contre la nature. Hein. Elle est toujours plus forte que vous. Il y a une phrase de Bertolt Brecht que j'adore. Il dit, on parle toujours de la puissance, de la violence des fleuves et jamais de la violence des berges qui enserrent les fleuves. Et donc nous, on est contre les berges qui enserrent les fleuves. On s'arrange pour que le fleuve déborde et on l'invite à venir déborder. Et voilà ce que ça... Ah non, c'était marche arrière, s'il vous plaît. Encore une fois. Merci beaucoup. Voilà. On fait en sorte qu'il puisse déborder. Tout le projet est conçu en fonction de ce débordement, ce qui nous fait arriver l'eau. Et vous voyez, quand l'eau est là, elle est belle parce qu'elle est présente. Et quand elle n'est pas là, c'est encore plus beau parce que l'eau est généreuse. L'eau apporte un paysage d'une très grande qualité. Donc voilà, l'eau nourrit ce site et on s'arrange aussi pour que le soleil nourrisse ce site. Donc deuxième élément de la nature indispensable pour faire du projet urbain. Et donc on s'arrange pour que tous les logements aient 2 heures d'ensoleillement au 21 décembre, ce qui permet d'avoir, avec des logements traversants et bien orientés, des logements extrêmement économes en énergie et en technique, puisqu'on arrive à ne pas utiliser le chauffage l'hiver alors que l'on n'a pas de double flux.
Ça donne une architecture construite avec des matériaux bio et géosourcés, évidemment, avec la voiture qui n'est pas présente, qui n'occupe pas les espaces, et de l'alimentation. Parce que finalement, on n'arrive qu'à des projets absolument résilients et conformes à ce qui est attendu s'il y a une vraie production agricole. Donc il y a à la fois les jardins familiaux et les jardins portés par la coopérative bio. Et puis il y a, vous voyez, des ânes là-haut. Les ânes de la coopérative servent le matin à accompagner les enfants à l'école. Donc c'est plus un pédibus mais un asinobus. Et les parents n'ont pas intérêt à reprendre leur voiture quand l'âne n'est pas là. Les enfants veulent refaire le chemin de l'âne. Et vous avez tout récemment un poulailler qui s'est installé, un poulailler associatif, puisque finalement ce type de projet-là ne fait qu'inviter les gens à venir y participer. Voilà, une fois qu'on a fait ça, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, une fois qu'on a fait ça, on a fait son boulot. Et c'est quoi faire son boulot d'architecte et d'urbaniste? C'est de faire en sorte que les projets aient une empreinte écologique égale à la biocapacité d'un territoire. C'est-à-dire en France 2,9 équivalents hectares, alors que la France utilise 5,3 équivalents hectares. Donc voilà, j'ai bien fait mon boulot là. J'ai vérifié que mon projet était vraiment durable parce qu'il ne pénalise absolument pas le territoire. Donc je pourrais me dire, c'est bon, maintenant je sais faire, je vais m'endormir et on va continuer à faire pareil. Non, ça c'est du neuf. Et l'enjeu, ce n'est pas le neuf, l'enjeu c'est la réhabilitation de l'existant. On ne fait que 1% de l'équivalent du bâti existant chaque année. Dans ce 1%, quelle est la part égale à mon écoquartier? Presque 1%. Donc ce n'est pas avec le 0,1% qu'on va sauver la planète, quoi. Il faut réhabiliter ce qui est là, et c'est ce qui est aussi fait ici à Val-de-Reuil. Celui qui nous a commandé l'écoquartier, qui est Siloge, est propriétaire du hameau voisin qui est équivalent en nombre de logements, et c'est 100 logements et 100 logements. Ce sont des maisons Phoenix qui ont été réalisées dans les années 80, et le maître d'ouvrage nous a demandé de réhabiliter les maisons Phoenix, tout le territoire de ce hameau, de telle manière que l'on retrouve finalement la même qualité de vie, la même qualité énergétique dans le hameau réhabilité que dans l'écoquartier. Et donc l'écoquartier, ça nous a pris 10 ans, ça nous a coûté de l'argent. La réhabilitation, ça va nous prendre 5 à 7 ans, ça va nous coûter 3 fois moins d'argent. On va utiliser moins d'énergie, etc., etc. La réhabilitation, et il faut lire absolument les travaux de l'ADEME sur ça, c'est la seule manière de nous en sortir. Philippe, pour agir à votre présentation, comment ont participé les habitants, les citoyens? Est-ce qu'il y a eu, comme dans l'exemple présenté par Corinne, est-ce qu'il y a eu l'organisation d'ateliers? Est-ce qu'il y a eu... Et en tout cas, est-ce que vous avez senti une prise de conscience? Est-ce que vous avez senti quelque chose qui changeait sur le territoire? Mon atelier fait de la participation citoyenne depuis 1991. Hein, c'est une très vieille histoire chez nous. Et donc, dans le cadre du concours qui a été fait pour l'écoquartier des Noé, on n'a pas eu le temps de faire ce travail de participation citoyenne, mais on l'a fait d'une autre manière, puisqu'on est allé chercher les associations qui étaient présentes sur les territoires pour venir enrichir notre programme. En ce qui concerne la seconde partie, eh bien là, bien sûr, dans le hameau de Landel, les gens sont là. Et on ne peut pas réhabiliter le monde de demain sans les gens qui l'habitent, ça n'a pas de sens, quoi. Et donc oui, on a évidemment fait toutes les réunions qu'il faut avec les gens, on a discuté avec eux sur les choix, on a fait les choix ensemble, et c'est la seule manière d'arriver à une appropriation réelle du projet. Autrement, il y a une espèce de diktat, vous allez voir, ce qu'on va faire, ça va être très bien. Moi, j'y crois jamais à ça. Je pense que la parole citoyenne est la meilleure manière de nourrir les programmes sur lesquels nous avons à travailler, notamment la réhabilitation de ce qui est déjà là. Et moi, j'entends réhabilitation, non pas comme une réhabilitation purement technique, ça n'a pas de sens que ce soit seulement technique. C'est la réhabilitation au sens du retour en estime. C'est-à-dire que tous nos travaux doivent faire en sorte qu'ils regardent à nouveau ce hameau de Maison Phoenix en l'aimant, quoi, et en étant heureux d'y vivre. Merci Philippe pour ces précisions. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions, les uns et les autres, à poser à la fois à Corinne, à Philippe, ou plus généralement sur les politiques publiques, éventuellement sur les défis évoqués? Est-ce que vous voulez réagir? Oui, bonjour, merci pour l'intervention. Monsieur Madec, une question. Vous indiquiez que la réhabilitation sur votre projet avait finalement été moins onéreuse. Quels enseignements vous tirez justement et préconisations vous faites par rapport à cette accélération qu'on doit mener sur les réhabilitations? Enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure,
le poids du bâtiment dans le dérèglement global, hein, c'est des chiffres de l'ONU de 2018, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre viennent du bâtiment. Donc ce n'est pas avec le 0,1%, on va dire vertueux qu'on fait chaque année qu'on va s'en sortir, quoi. Le travail à mener est sur l'existant. Il n'y a pas d'autre échappatoire à ça. Et d'ailleurs, Philippe Pelletier, hein, qui est le patron du bâtiment durable, le dit très bien. Philippe Pelletier dit les 50 dernières années, c'était le temps de la reconstruction. Les 50 années qui viennent, c'est le temps de la réhabilitation. Et on commence donc, chaque fois qu'on a un projet qui se pose à nous, par se poser la question, faut-il vraiment construire ? Et on ne construit du neuf que si c'est nécessaire. Il y a tellement à réhabiliter, il y a tellement de choses qui sont déjà là. Le réemploi des matériaux, c'est d'abord le réemploi du bâtiment, quoi. Avant de le détruire, il faut déjà savoir comment on peut le réutiliser. On est en train de faire la médiathèque du 19e arrondissement de Paris et la maison des réfugiés de Paris. On a totalement gardé l'ensemble du lycée hôtelier Jean Carré qui était auparavant. Et c'est joyeux, enfin, c'est heureux de faire ce travail-là. Oui, c'est la question de base. Faut-il vraiment construire ? Et si le diagnostic dit qu'il faut effectivement construire, si le résultat du diagnostic c'est qu'il faut construire, c'est la localisation choisie, est-elle la bonne ? C'est aussi ce double questionnement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions ? Oui, bonjour, merci pour vos interventions. Je reviendrai sur la première partie, votre introduction sur le manque effectivement de liaison et d'efficacité entre tout ce qui est la somme de connaissances maintenant qui est acquise et en fait le peu de réalisation sur le plan local. Je suis une petite élue, une petite commune du Tarn-et-Garonne et je me rends compte que la problématique est principalement le manque de formation des élus. Et qu'il manque effectivement, parce que les élus, au pire, sont renouvelés tous les 5 ans. Et j'ai l'impression qu'on repart à zéro. Et surtout qu'il y a un manque de connaissances et un prérequis qui n'est pas là. Je pense que tous les élus, tous ceux qui projettent de prendre des décisions, devraient être avertis d'un certain nombre de problématiques à venir et ne le sont pas. Et donc, voilà, comment faire pour que les élus prennent un peu plus conscience par des formations sur certains sujets qui nous préoccupent tous. Vous avez tout à fait raison, hein. C'est un sujet qui a été identifié, ce manque de formation. Peut-être, Corinne, je te laisse répondre sur ce point. Oui, je terminais ma présentation justement en mettant l'accent sur cet enjeu de formation. Donc formation initiale, mais aussi formation continue. Il ne se passera pas grand-chose si on ne fait pas évoluer un certain nombre de pratiques professionnelles, si on ne sensibilise pas à ces enjeux de pluridisciplinarité, tout ce qui a été évoqué sur l'épaisseur historique, l'épaisseur sociale des territoires, etc. Et il y a un vrai besoin de formation continue qui existe. Enfin, la formation continue, elle existe et on en a fait le constat donc, avec France Ville Durable, puisqu'on mène une action de formation conjointement avec l'Université Gustave Eiffel, France Ville Durable et la DGALN, donc Bruno. Les formations existent, mais il reste quand même des zones creuses sur tout ce qui est vision prospective, nouveaux enjeux transversaux. Et c'est là-dessus qu'il reste du travail à faire et à structurer. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, nous, dans le travail qu'on mène avec France Ville Durable. Donc France Ville Durable, c'est une association qui a été créée l'année dernière, qui rassemble tous les acteurs, publics, privés, et dont une des missions, c'est justement d'accompagner la montée en compétence des acteurs publics et acteurs privés. Donc c'est un sujet, encore une fois, sur lequel... Alors quand je dis nous, c'est un nous collectif, c'est un sujet sur lequel nous, collectivement, devons travailler. Je voudrais rebondir sur votre question, madame. Vous savez, on est tous face à la difficulté d'avoir des ressources nécessaires à notre projet. La ressource qui est illimitée, c'est la matière grise. Et franchement, il faut s'en servir, quoi. Il faut faire des équipes qui sont des équipes riches, des équipes qui apportent une connaissance très large. Et il n'y a pas que les élus qui ont besoin de formation. Vous avez bien raison, et je vous suis sur ça. Les citoyens ont aussi besoin de formation. Et il y a une auto-formation de l'ensemble des partenaires, acteurs d'un territoire communal comme le vôtre, à partir du moment où tous les projets deviennent des projets partagés. Il y a une phrase de la philosophe Hannah Arendt que j'aime beaucoup. Elle dit que l'enjeu n'est pas de savoir qui a l'autorité aujourd'hui,
et je sais que vous avez votre autorité d'élu, Hannah Arendt explique que ce qui est important, c'est de savoir ce qui fait autorité. Et ce qui fait autorité, indépendamment des durées de mandat, c'est le projet partagé. Et donc, plus vous engagez de la co-conception des projets, plus vous engagez finalement de gens qui apportent cette matière grise infinie, plus vous arriverez à quelque chose qui tient la route dans le temps. Merci Philippe. Il est 11h10. Tout à fait, il est l'heure pour nous de conclure cette première table ronde. Merci Monsieur Bessis, merci Monsieur Madec, merci Madame Blancard. Ils ont ouvert le bal et ils l'ont fait avec brio. Je vous remercie d'applaudir nos premiers intervenants de la journée. Cette table ronde très intéressante consacrée aux éco-quartiers et à l'aménagement. Merci. Peut-être juste un mot pour dire que vous avez nos coordonnées. Donc évidemment, si vous avez des questions, s'il y a des choses pas claires ou si vous voulez continuer à échanger sur le sujet, pour ma part, je serai là ce matin et encore demain matin. Et puis vous avez nos coordonnées pour nous contacter. Merci. Bien sûr.